Hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'aménagement de mon van Manuka. Et cette fois-ci, on va parler de l'eau. On va voir ensemble comment installer l'évier, le bidon, la pompe immergée et surtout comment évacuer les eaux grises. Pas une seconde à perdre, al trabajo! Si on fait un petit résumé de l'épisode précédent, les caissons de meubles sont posés et le perçage pour l'évacuation de mon tuyau en 25 mm de diamètre ont été faits vers l'intérieur de la carrosserie. La mission qui m'inquiète un petit peu maintenant, ça va être de réaliser le transit de ce tuyau d'évacuation des eaux grises vers l'arrière du véhicule à l'intérieur de la carrosserie. Le but du jeu sera à terme de relier cette évacuation à la cuve d'eau grise qui sera située sous le véhicule en remplacement de la roue de secours. Et là aussi, il va y avoir un petit peu de boulot parce que cette cuve, il va falloir la fixer fermement au berceau métallique qui recevait précédemment la roue de secours. Parce que les dimensions ne sont pas identiques, ça aurait été trop simple. J'ai enlevé temporairement mon isolant et il va falloir que j'aille percer la joue qui se trouve à l'intérieur de la carrosserie ici. On la voit un petit peu mieux lorsqu'on le positionne de l'autre côté. Le diamètre extérieur de mon tuyau fait 30 mm. Je vais néanmoins utiliser un forêt qui est beaucoup plus large, qui fait 42 mm. Ça va tout simplement me laisser un peu d'aisance pour protéger la carrosserie avec le joint que j'avais utilisé pour mes vitrages. En effet, pendant les déplacements, je ne voudrais pas que la carrosserie vienne progressivement avec les vibrations cisailler le tuyau d'eau et qu'il y ait éventuellement des infiltrations qui se fassent à l'intérieur de la carrosserie alors que tous les habillages seront faits. Si j'arrive à réutiliser ce joint caoutchouc, on aura un frottement plastique contre plastique et là, il n'y a absolument aucun risque d'endommagement. Ça donnerait quelque chose qui ressemblerait à ça. Et on voit bien que la carrosserie à cet endroit-là, c'est du costaud, il y a une sacrée épaisseur. J'ai effectué là mon perçage le plus facile qui va permettre de faire ressortir le tuyau. Mais là où ça se gâte, c'est de l'autre côté, parce que je dois percer par l'intérieur et j'ai du mal à accéder à cette partie-là. Je vais être obligé de découper ces renforts ici pour me donner un petit peu plus d'aisance pour accéder avec la perceuse à l'intérieur. Le seul rôle de ces renforts, c'est de venir tenir le panneau en bois qui viendra sur le devant. Donc c'est pas vraiment un gros problème. Surtout, avant de découper à la disqueuse, je protège mes vitrages des éventuels éclats de métal avec ce magnifique tissu d'époque mérovingienne. Bon, ça partait pas mal, mais je viens de casser mon forêt. Bon, c'est un peu contrariant, mais c'est pas la mer à boire, donc je retourne au magasin de bricolage pour essayer de trouver exactement le même. Bon, me voilà équipé d'un nouvel outil, diamètre légèrement supérieur, 16 €. Franchement, si ça marche, c'est un trou à 16 €. Et franchement, de nos jours, faire des trous, ça commence à revenir cher. Bon, bah ça y est, trop content, le trou est fait, à la visseuse, tout simplement. Et cette fois-ci, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait beaucoup moins d'épaisseur de matière, et c'est parti assez simplement. Bon, je suis bien content, ça me faisait un petit peu souci. Je vais maintenant très consciencieusement protéger toutes les parties qui ont été découpées, les protéger de la rouille et seulement après je pourrai installer mon joint. Je vous rappelle ma petite astuce que j'ai déjà utilisée précédemment. Il me reste un peu de primaire 207 Sika que j'avais utilisé pour l'installation des fenêtres. Je vais utiliser ça, c'est vraiment bien. Bon, c'est noir, mais c'est pas très grave parce que ce sera masqué tout ça à terme. Ça sert d'anti-rouille, c'est un peu comme une nouvelle peinture et le gros avantage c'est que ça sèche en 5 minutes et on passe qu'une seule couche. Je m'apprête maintenant à protéger le champ de mon plan de travail, là où se trouvera l'évier, puisque ça c'est une partie qui va recevoir de l'eau. Pour ça, je vais utiliser une colle polymère transparente que je vais lisser avec mon ciseau à bois et de l'eau savonneuse. Et j'ai bien pris la peine avant de déposer la colle de mettre du ruban adhésif sur le plateau pour le protéger. En attendant que ça sèche, je vais maintenant m'occuper de faire en sorte que ma cuve d'eau grise soit bien maintenue dans le berceau qui servait précédemment à la roue de secours.
Si vous avez suivi les épisodes précédents de l'aménagement, j'avais trouvé cette richissime idée d'acheter une cuve circulaire en me disant naïvement qu'elle allait prendre la place de la roue de secours et que tout ça, ça allait se maintenir dans le berceau sans aucun problème. Petite parenthèse, si vous n'avez pas vu l'épisode, il faut retourner le voir et puis vous revenez à cette vidéo juste après. Évidemment, la cuve circulaire était beaucoup plus petite que le berceau et du coup, elle se sentait assez à l'aise, la cuve, de se déplacer un petit peu dans toutes les directions, ce qui m'arrange pas du tout. Et la palisse n'aurait pas dit mieux, mais une cuve circulaire, un cercle, on n'a aucune prise dessus. C'est très difficile à sangler. Moralité, j'ai ramené ma cuve là où j'ai acheté et heureusement mon fournisseur a été très sympa, il a accepté de me la reprendre et je dispose maintenant d'une magnifique cuve rectangulaire. Elle est un peu plus grande, elle a un bouchon principal et éventuellement il y a des pas de vis qui sont sur le côté. J'ai pas encore très bien étudié ça pour éventuellement l'évacuation de la cuve. Bon, me voilà fin content avec ma nouvelle cuve qui coûte quasiment le même prix et du coup je me dis celle-là elle va être plus facile à sangler sur mon support. Pour travailler dans les règles de l'art, j'aurais bien aimé faire de la soudure et ça je sais pas faire. Donc j'ai fait faire un devis pour m'adapter cette cuve. Et petite douche froide, le devis c'est de l'ordre de 400 € pour une cuve qui en vaut environ 150. Je finis donc par exclure cette solution. Il va donc falloir que je trouve un autre moyen pour fixer cette cuve à l'intérieur de son berceau. Mais ce week-end, les dieux de la van life m'ont envoyé un message. Je suis passé près d'une benne de chantier qui se trouve près de chez moi et devinez ce que j'y trouve, des panneaux d'isolant en polystyrène. Ce sont des panneaux d'isolant d'environ 60 mm d'épaisseur avec un film de protection de chaque côté. Polystyrène expansé ou polystyrène extrudé, je ne sais pas. Et c'est un petit peu dommage, très franchement, parce qu'il y en a un qui supporte mieux les milieux humides que l'autre. Il ne faut tout de même pas oublier que j'envisage de poser ça sous le véhicule. Donc il faudrait que ça supporte les projections. Le gros avantage de ça, c'est que c'est extrêmement léger et c'est rigide. Franchement, ça supporte bien la compression. Il doit très bien aussi se découper à la scie plongeante, voire au cutter. Et là aussi, les dieux de la van life doivent être avec moi, parce que si je glisse un panneau de chaque côté, la cuve est maintenue impeccable latéralement dans le berceau. Pour les déplacements avant-arrière, par contre, il va falloir que je trouve une autre solution. Étant donné que les panneaux sortent d'une benne de chantier, je vais bien les poncer, bien les nettoyer pour enlever la poussière. Je les découperai ensuite à dimension. Il faudra que je trouve la bonne colle pour le fixer de manière définitive sur ma cuve. Dans ma liste de courses, j'ai ramené de la colle néoprène sans solvant. C'est ça qui m'a été conseillé pour coller le polystyrène. Je vais juste faire un petit essai pour être sûr, polystyrène sur plastique et voir ce que ça donne. Et pourquoi pas de solvant? Parce que les solvants pourraient venir tout simplement grignoter le polystyrène. J'ai également acheté une cornière PVC que je vais réduire en petits morceaux de 2,5 cm de long. Ça me permettra de protéger la cuve au moment du serrage. Je marque également l'emplacement de mes patins sur la cuve qu'il va falloir que je ponce au grain 120 pour une meilleure adhérence de la colle. Avant de cercler, de coller tout ça, je me dis que ce serait peut-être une bonne idée de remplir la cuve, même partiellement. Parce qu'actuellement, les cloisons sont légèrement rentrantes et ça va permettre, en mettant de l'eau à l'intérieur, de les redresser verticalement. Comme ça, mon collage sera plus efficace. Qui dit remplissage, dit vidage. Donc je vais m'occuper d'organiser maintenant le vidage de la cuve. Pour ça, j'ai juste un petit perçage en 12 mm à faire dans le bas de la cuve. Il y a un filetage qui est prévu pour ça. Et hop, un petit coup d'aspiro pour nettoyer les cochonneries. Je vais maintenant pouvoir visser mon petit raccord en laiton. Je vais mettre de la colle néoprène aussi pour être sûr que l'étanchéité soit parfaite. Le raccord en cuivre sera sec dans une trentaine de minutes. Ensuite seulement, je pourrai visser mon robinet quart de tour. En attendant, je vais préparer mon serrage avec ce qu'on appelle le feuillard. Le feuillard, c'est ni plus ni moins qu'une sangle métallique que je viendrai boulonner dans les trous qui sont prévus. Avant de cercler tout ça, il va falloir que j'organise ici, à l'arrière de la cuve, le passage de mon feuillard. Il faut donc pour ça que je perce la platine ici à l'arrière. Et voilà ce que ça donne. Je vais protéger la découpe contre la rouille et on devrait être prêt à cercler. Je
vais redémonter tout ça, remplir la cuve et on va pouvoir effectuer le collage. Bon, rassurez-vous, pour ceux qui se posent la question, j'ai pas gaspillé 70 litres d'eau du robinet. Ça provient d'un récupérateur d'eau. On utilisera cette eau après ensuite pour arroser les plantes. Le petit essai de collage que j'ai essayé de faire hier avec la colle néoprène sans solvant, franchement, a été très concluant. J'ai collé un bout de polystyrène sur du plastique et ça colle du tonnerre. En sortie de véhicule, le tuyau d'évacuation d'eau sera connecté à cette pièce qui va permettre d'envoyer l'eau dans la cuve. D'autre part, pour que le tuyau d'évacuation garde une certaine mobilité entre l'intérieur et l'extérieur du véhicule, j'envisage de le faire passer par un tube métallique qui va le protéger. Très important, maintenant je vais organiser une prise d'air sur le dessus de la cuve parce que quand l'eau va la remplir, ça va vouloir chasser l'air et il faut que l'air puisse s'expulser quelque part. Sinon, la cuve elle grossit comme ça et puis c'est comme le bœuf, à la fin elle finit par éclater. Je vais faire ça grâce à cette pièce qui va traverser la cuve, perçage 20 mm. Le passage du joint et le vissage se font par le dessous. Pour l'arrivée d'eau, perçage en 25, passage du joint et vissage par l'intérieur. Voilà ce que ça donne au final, arrivée d'air et entrée d'eau. Petite précision avant de remonter tout ça, j'aurais préféré faire une alimentation par le dessus. Or, lorsque le bouchon est vissé ici, il arrive directement en contact avec le dessous du véhicule. Donc j'avais tout simplement pas la place. C'est pour ça que j'ai fait une alimentation par le côté qui va me simplifier aussi la connexion. Et avant de refermer mon bouchon, dernière petite astuce d'aménageur de vanne, je vais glisser ici un bout de bois, tout simplement un morceau de chêne. Ce bout de bois flotté à l'intérieur de la cuve va permettre de retarder, voire d'empêcher la prise de la glace. Ça, c'est vraiment intéressant quand on se promène dans des températures extrêmes, voire en montagne. Et hop, le bois, et on referme tout ça. Vous devinerez jamais, il y a eu des rebondissements. Le fameux robinet, il m'est resté dans les mains. Du coup, je vais gérer une véritable évacuation au même endroit, mais cette fois-ci avec un vrai système professionnel, avec un passe-cloison. Et si j'avais juste là, à côté de moi, le gars qui a fabriqué cette cuve, je lui jouerais un petit peu la Marseillaise. Parce que ces espèces de petits filetages en plastique, il y a zéro chance que ça fonctionne. C'est un petit peu comme d'habitude, les gens qui conçoivent les produits sont probablement pas ceux qui les utilisent. À méditer. Allez, on y retourne. Perçage en 25. La sortie de cuve est posée avec son joint à l'intérieur. L'idée, ce serait maintenant d'y monter un manchon en PVC qui me permettrait ici d'avoir un prolongateur pour déporter le robinet. Voilà comment ça se présente une fois monté et on peut également envisager de le raccorder avec du laiton sur une deuxième partie identique qui elle aussi est recoupable régulièrement en fonction de la longueur qu'on souhaite. Ça, c'est ma sortie d'eau que j'ai prolongée ici via un raccord pour l'emmener jusqu'au robinet. Fermé, ouvert. Ensuite, j'ai détourné un pied de meuble que j'ai vissé sur mon longeron ici avec des vis autoforeuses et j'ai utilisé ici un collier de plomberie pour tenir le robinet en position fixe. Pour l'accessibilité, c'est nickel. On est juste ici derrière les caches en plastique. Donc dans la vraie vie quotidienne, ce sera assez simple de passer la main ici sous les caches pour accéder au robinet, pour l'ouvrir et le fermer. Petit interlude, finition de grille de ventilation du gaz. Et uno, et dos, tres, et cuatro. Look at this! This is very beautiful!
Pour la suite, comme vous pouvez le constater, je viens de redémonter tous mes meubles, je l'espère, une dernière fois, et je vous explique pourquoi. Il faudra que je prévoie d'isoler avec le liège toutes les parties qui seront sous le plan de travail que je ne pourrai plus atteindre par la suite. J'anticipe également sur la partie électrique parce que je sais que certains appareils vont devoir être reliés à la masse et une masse de bonne qualité. Si vous avez visionné l'épisode précédent où je m'occupais du passage de câbles, j'avais été récupérer ici la masse du véhicule à l'arrière et j'avais fait transiter un câble de 6 mm² jusqu'à l'avant du véhicule dans la zone électrique. Or, lorsque j'ai fait installer le chauffage, j'ai discuté avec le technicien qui d'ailleurs dans une autre vie était lui-même électricien, qui m'a expliqué que l'endroit où j'ai pris la masse, c'était pas forcément le meilleur endroit et d'autre part la section de câble était vraiment trop faible. Et par voie de conséquence, une mauvaise masse peut contraindre certains appareils électriques à travailler de manière dégradée. Alors si tout ça vous semble particulièrement obscur, vous inquiétez pas, c'est très obscur pour moi aussi. Donc ne me demandez pas de répéter ça, je vais juste faire confiance à ceux qui savent. Alors ça peut paraître surprenant, mais dans l'automobile, apparemment, on vient souvent chercher une masse de qualité sous les sièges. Pourquoi l'embase du siège? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de métal là-dedans et que c'est boulonné dans la carrosserie en elle-même qui contient beaucoup de métal. Je vais donc venir chercher ma masse sur ce gros boulon qui sert à maintenir l'embase du siège. Et deuxième recommandation, je vais utiliser du câble de grosse section, du 25 mm². J'ai préparé les deux extrémités tant qu'à faire, comme ça j'aurai plus qu'à connecter ça à un bus bar. Le bus bar, tu connais le bus bar? C'est une barrette de distribution qui va me permettre de connecter ma masse et de la distribuer vers différents appareils. Je viens d'organiser un petit passage pour le câble ici à l'arrière du meuble. Le câble est maintenant boulonné sur l'embase et à partir de là on peut vraiment dire que je suis complètement à la masse. Joke! Ça y est, le remontage définitif est terminé et le tuyau d'évacuation d'eau suit une pente régulière jusque sous le véhicule. Pour que la pente soit bien régulière, ici, à l'intérieur de la carrosserie, j'ai solidarisé le tuyau d'un tasseau en pin ici avec des attache-câbles électriques. Et j'ai même collé ici à l'intérieur un petit peu de liège pour que lors des vibrations, on n'ait pas de bruit contre la carrosserie. Allez, dernière étape, je passe sous le véhicule pour l'alimentation de la cuve. Le but du jeu va constituer à venir mettre une bague double ici autour des anneaux du tuyau. Pour un tuyau annelé, utilisez bien une bague double plutôt que des bagues simples comme ça qui pour ce type de tuyau ne seront pas vraiment efficaces. Et voilà ce que ça donne après serrage. De retour à l'intérieur, j'ai encore une petite chose à organiser avant d'installer l'évier, c'est de fabriquer l'équivalent d'un siphon pour éviter la remontée des mauvaises odeurs. Et pour couder mes tuyaux, j'envisage d'utiliser des serre-câbles électriques que je vais simplement visser dans le fond de la paroi en bois. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. J'espère donc que l'eau va venir stagner ici dans cette partie basse, à tester évidemment lors de la mise en eau. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient quelque chose de plus simple, on peut aussi trouver dans le commerce des pièces qui s'achètent et qui tiennent le rôle de siphon. Je vous rappelle ma petite astuce que j'ai déjà utilisée précédemment. En attendant. Non mais des fois je te jure, je m'auto-bafferai quoi. Tiens, ça c'est pas possible, non, c'est impossible. Le rond, tenir un rond, non, très difficile, pas possible. Niet, non. Et la filasse, c'est très efficace. Tu vas un petit peu réfléchir à ce que tu fais. Tiens!